Keke Town me dit, ne trouves-tu pas bizarre les sorties médiatiques répétées du président de la DNCG? Ne devrait-il pas s'imposer une certaine réserve tant que les clubs n'ont pas été auditionnés? Bah non, parce que je trouve que c'est plutôt pas si mal de préparer un peu le terrain et de préparer l'opinion publique aux difficultés qui attendent le football français. C'est vrai que c'est pas évident comme situation à gérer, parce que il y a beaucoup de clubs qui vont mal, et il y a beaucoup de clubs qui vont aller mal, parce que on parle des clubs de Ligue 1, mais par exemple, je sais qu'un club comme Le Mans qui accède à la Ligue 2 a du mal à constituer son budget pour la saison prochaine, parce que t'as pas de droit télé, c'est très compliqué. Il y a aussi des irresponsables qui pourraient se dire, écoute, on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas et on verra pas. Donc je pense au contraire que c'est bien que Jean-Marc Michler, qui est le président de la DNCG, appuie sur le système d'alarme et mette tout le monde en éveil. Keke Town me dit, Caroline Garcia a annoncé prendre sa retraite dans quelques semaines. L'as-tu déjà rencontrée? Que retiens-tu de cette joueuse? Oui, j'ai rencontré plusieurs fois Caroline Garcia. J'ai même dîné avec elle à Lyon avec son père. Elle m'avait d'ailleurs offert une de ses raquettes. C'est d'ailleurs la photo que j'ai mise sur X et tirée de ce dîner avec Caro. Je lui avais offert mon livre, c'est mon livre à 16,90 sur ma double greffe. Qu'est-ce que je pourrais dire de Caroline Garcia? Que j'ai souffert avec elle. J'ai souffert, alors, pour dire des choses négatives, j'ai souffert parfois de ses choix tactiques que j'avais du mal à comprendre. J'avais du mal à comprendre ce tennis alléluia où finalement il n'y avait pas de construction et que de la prise de risque. C'est ça aussi qui lui a permis de battre Sabalenka en finale du Masters. C'est quand t'es euphorique, tu es capable de faire des grandes choses. Et puis j'ai souffert avec elle parce que depuis, je dirais, 2 saisons, je voyais bien qu'elle était plus heureuse sur le court. Je voyais bien cette torture mentale qui était la sienne. Et j'ai pas du tout été surpris qu'elle annonce sa retraite. Quand elle a coupé à la fin de la saison dernière, je me disais peut-être qu'elle reviendrait même pas. Et puis elle est amoureuse, et puis elle a envie de se marier, elle a envie peut-être d'avoir un enfant, et ce sont des choses qui se respectent. C'est une fille adorable, extrêmement gentille, qui s'est donné corps et âme pour son sport, mais voilà, elle dit stop à 31 ans, et encore une fois, c'est d'ailleurs mon leitmotiv dans ce Face à Pierrot, c'est son droit. Keke Town, une fois de plus, le trophée des champions n'aura pas lieu en début de saison, mais au mois de décembre, ce qui enlève beaucoup d'intérêt à ce match. Ce trophée a-t-il encore une raison d'exister? C'est ça qui est terrible, c'est que en Angleterre, t'as le Community Shield qui est un vrai rendez-vous, presque un vrai trophée, et en France, on sait pas quoi faire de ce match. Après, il est compréhensible qu'on le mette pas en début de saison, puisque le Paris Saint-Germain va participer à la Coupe du Monde des clubs, et qu'à un moment donné, les mecs ils sont pas extensibles et ils peuvent pas être partout, et il faut bien aussi organiser une pseudo plage de repos pour ces joueurs. Donc c'est vrai qu'avec cette participation du PSG à la Coupe du Monde des clubs, tu te prives d'une fenêtre de tir pour ce match. Après, ouais, en décembre, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais c'est dommage de pas être foutu en France, de mettre une date et que ce soit pas le premier match qui lance la saison, sachant que effectivement, à ce moment-là, le PSG, comme ça lui est arrivé quand ils avaient perdu le trophée des champions contre Lille, ils étaient loin d'être au complet, puisque c'était après une grande compétition et qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas encore repris l'entraînement. Keke Town, toujours, 9 clubs de première ligue joueront une Coupe d'Europe la saison prochaine, dont 6 en Ligue des Champions. Bien sûr, c'est le meilleur et le championnat le plus puissant d'Europe, mais n'est-ce pas un peu trop tout de même? Cela ne risque-t-il pas d'augmenter encore l'écart avec les autres pays? S'il y en a 6, c'est aussi parce que tu as eu une finale d'Europa League entre 2 clubs anglais qui n'étaient pas eux-mêmes déjà
qualifier pour une Ligue des Champions. Donc c'est aussi ce concours de circonstances qui fait que tu as un 6e club anglais en Ligue des Champions. Bah, visiblement, si on pouvait être un petit peu couillon, on pourrait dire que ça a pas trop mal réussi au PSG cette année, hein, puisqu'ils en ont cogné 4. Donc voilà, plus il y a de clubs anglais, mieux c'est finalement pour le PSG. Enfin, mieux c'était, parce que ça ne veut pas dire que ce sera la même chose la saison prochaine. Voilà. À partir du moment où maintenant ces coupes d'Europe sont extensibles et que le terme Coupe d'Europe des clubs champions n'a plus de sens, pourquoi pas. Qui est détente, toujours, me disait, tu disais il y a quelques mois être proche de sauter du train Alcaraz, mais tu sembles bien plus enthousiaste à son égard ces derniers temps. Qu'a-t-il modifié dans son jeu pour te faire changer d'avis? Ce qui me fait changer d'avis, c'est sa finale contre Sinner, où j'ai enfin vu l'Alcaraz que je voudrais voir plus souvent, c'est-à-dire un mec concentré de la première à la dernière balle, et un mec qui joue avec son cerveau et pas qu'avec son bras. Et c'est le problème, mais c'est aussi le charme d'Alcaraz qui fait que quand il a un match où il a de l'avance, bah il tente des trucs, il se met presque en difficulté exprès pour voir comment il va se sortir de ce guêpier, il tente des coups, et parfois ça n'a ni queue ni tête. Alors que contre Sinner, au niveau de la gestion du stress, de la concentration et même de la gestion tactique du match, avec notamment une grande variété de hauteur de balle qui a profondément gêné Sinner. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Et puis bon, quand je disais que j'étais prêt à sauter du train Alcaraz, c'est surtout parce que j'étais frustré par certains de ses matchs. C'est quand même le seul mec qui t'électrise un petit peu aujourd'hui, avec Musetti à 1 degré moindre sur le circuit, parce que s'il y a que des Sinner dans le tennis, on va vite fait se faire chier, hein. Geoffrey me dit, on vous entend souvent parler de tennis, hormis le foot, pourquoi pas d'autres sports? Pas de question dessus, vous n'aimez pas d'autres, pas le temps de regarder. C'est surtout pas de compétences. J'ai regardé par exemple la finale entre Northampton et l'UBB, voilà, mais j'ai regardé ça comme un béotien, quoi. Je m'estime pas avoir la moindre crédibilité à ramener ma gueule sur le rugby, alors encore moins sur des sports qui m'intéressent pas du tout, comme la F1 ou le vélo. Donc là, je peux pas répondre à des questions, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Alors que le tennis, ça me passionne. Donc autant vous dire que là, je suis rentré dans une phase, alors d'hibernation, non, parce qu'il y a les travaux de ma maison qui sont dans le sprint final, donc il va falloir que j'y sois beaucoup sur le chantier. Mais non, c'est vrai que je m'intéresse surtout au foot et au tennis, un petit peu au basket. Qui est détente. Penses-tu qu'Antoine Comboiré va retrouver un banc en Ligue 1 rapidement, lui qui souffre d'une réputation d'entraîneur français à l'ancienne pour club de bas de tableau? Bah écoutez, la dernière fois que j'ai vu Antoine, c'était à Strasbourg pour la Légion d'honneur de Marc. Et on a ce point commun avec Antoine, c'est que nos genoux nous jouent des tours. Alors lui, Antoine, c'est même plus grave, puisque lui, il est plutôt parti pour faire une double prothèse. Donc c'est sûr que s'il n'a pas de club, il va certainement se concentrer sur la santé de ses genoux, comme moi à la rentrée. Et après, Antoine, il reviendra dans un club qui aura besoin d'un pompier, hein. Geoffrey Gagneur me dit, Arthur Fils semble être le seul espoir français pour le tournoi de Roland-Garros, mais sachant qu'il n'a pour le moment gagné aucun match dans ce tournoi, est-ce qu'un parcours jusqu'en 8e contre Sinner serait déjà une belle performance? De toute façon, le 8e contre Sinner, il est programmé. Donc, je veux dire, si Arthur arrive en 8e contre Fils, il aura fait ce qu'on attend de lui. Et après, ce sera à lui de jouer contre Sinner et à lui de tenter l'exploit. Effectivement, quand tu es quand tu es dans le tableau du numéro 1 mondial et que tu sais que tu vas tomber sur lui
en huitième de finale, bah voilà, c'est compliqué de voir plus loin, mais il faut déjà arriver en huitième de finale. Et effectivement, lui qui a jamais gagné un match à Roland, ce serait déjà une super performance pour lui d'arriver en huitième de finale. Clément, je sais que tu as suivi la finale OM Parme en 99 à Moscou. Est-ce que l'OM aurait pu battre cette équipe parmesane avec tous ces joueurs qui avaient beaucoup de suspendus et blessés côté marseillais? Il y avait beaucoup de blessés et de suspendus suite à la demi-finale à Bologne, où Dugarry, Luxin et il me semble Gallas avaient été suspendus. C'était très fort, Parme quand même à cette époque. C'était très très costaud, c'était vraiment. Je pense que ça aurait été un exploit énorme pour Marseille, même au complet, de gagner ce match. Marseille-Parme, j'en ai assez peu de souvenirs, parce que, pour tout vous dire, je suis tombé mais malade, j'ai eu une sorte de grippe, mais foudroyante pendant la finale, ce qui fait que j'avais 42 fièvres. Je me souviens, Roland Courbis, qui était l'entraîneur de l'équipe, avait acheté des pulls à ses filles et à sa compagne, et j'étais jaune dans l'avion du retour. Il m'avait mis les pulls sur moi pour que j'ai moins froid, et je suis resté une semaine à l'hôtel à Marseille derrière, incapable de rentrer chez moi tellement j'étais malade. Donc un souvenir mitigé, on va dire. Alex Penon me dit: Genesio a récemment taclé Riolo en interview, reprenant entre autres sa déclaration appelant au renvoi d'Enrique, preuve que les entraîneurs écoutent ce qui se dit dans les médias. Penses-tu que cela puisse influencer leur travail, ou as-tu vu des exemples au long de ta carrière? Alors, il y a beaucoup de joueurs et d'entraîneurs qui disent qu'ils ne lisent pas, c'est des menteurs. C'est des menteurs parce que ils lisent presque tous. Et puis quand ils lisent pas, il y a toujours des bonnes âmes pour leur dire et leur raconter ce qui se dit sur eux, surtout quand c'est du négatif, ce que j'appelle le club de la poucave. Et puis il y a aussi des entraîneurs qui sont effectivement à l'écoute, et c'est logique d'ailleurs, de ce qui peut se dire sur eux. Donc effectivement que Genesio n'ait pas apprécié les déclarations de Daniel à un moment donné sur Enrique et qu'il lui ressorte aujourd'hui, ça me paraît être tout à fait cohérent. Ouais. Shelby me dit: en début de saison, tu avais qualifié le milieu de terrain du PSG de Lilliputien et tu émettais des doutes quant à leur carence physique au plus haut niveau. Force est de constater que ce milieu a su rivaliser avec les milieux de première ligue, réputés costauds. As-tu été surpris? Oui, j'ai été surpris avec un bémol, c'est que au début de la saison, c'était plutôt Zahir Emery, qui est pas non plus un Golgoth, qui était devant Fabien Ruiz qui était en perdition avec le PSG, au point qu'on se demande si c'était pas son frère qui jouait avec la sélection espagnole. Donc c'était comment dirais-je, un milieu Vitinha, Neves, Zahir Emery, ça me semblait effectivement avoir un déficit musculaire un petit peu trop important face au gros milieu. Et effectivement, le retour en forme de Fabien Ruiz, qui, il faut aussi le reconnaître, n'utilise pas plus son physique que ça. C'est quand même un joueur d'une grande finesse, mais enfin, ça reste quand même un gabarit, quand même. Ça a un petit peu contrebalancé ça. Effectivement, là, je pense que en termes de complémentarité, Vitinha, Neves, Ruiz, c'est effectivement magnifique.